Le 20 et 21 octobre 2016, le réseau d'urbanisme durable de Guadeloupe organisa au Créole Beach Hotel un séminaire sur le réchauffement climatique intitulé « Agir et anticiper en Guadeloupe ». Ce séminaire rassembla des élus et des agents des collectivités territoriales, des cadres de la fonction publique territoriale et de la fonction publique d'État et des associations citoyennes. Le réseau d'urbanisme durable est une émanation du Conseil d'architecture d'urbanisme de l'environnement de la Guadeloupe. C'est en fait un moyen pour nous de fédérer les acteurs du cadre de vie professionnels, maîtres d'ouvrage, publics, autour des problématiques liées à notre territoire. Au cours de cette matinée, vous aurez des intervenants locaux et internationaux que vous avez pu voir et avec qui vous pourrez échanger. Le réseau d'urbanisme durable de Guadeloupe, le CAUE, l'ADEME et le CNFPT ont pour ambition de créer une dynamique constructive en partenariat avec la région, le département, la DEAL, Synergile, ainsi qu'un panel de professionnels du cadre de vie. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un séminaire qui est organisé par le réseau urbanisme durable porté par le CAUE. L'idée, c'est de s'intéresser à l'aménagement et à l'urbanisme sur le territoire de la Guadeloupe. La délégation régionale du CNFPT, donc le Centre national de la fonction publique territoriale, notre mission, c'est d'accompagner les collectivités, d'accompagner les agents territoriaux. Tout un sujet comme le réchauffement climatique, le développement durable, la transition énergétique, il est important pour nous d'être dans un réseau d'acteurs. L'ADEAL est avant tout un acteur de l'État sur le territoire. Donc de fait, on a un ensemble de politiques publiques à porter sur le territoire. Et il s'avère que cet outil, qui est animé aujourd'hui, le séminaire sur 2 jours par le CAUE, c'est un des vecteurs, un des éléments potentiels pour porter ces politiques sur le territoire. Aujourd'hui, donc, on est sur des thématiques qui sont vraiment dans notre cœur de notre mission. Et le message de nous qu'on porte au sein d'une manifestation comme celle-là, c'est celle de créer une dynamique locale des acteurs. La région s'est penchée très tôt sur ce problème de changement climatique, puisque même nous, à notre petite échelle ilienne, mais nous faisons partie du grand collectif qui doit proposer à notre population des solutions. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Le réchauffement climatique imprime des modifications irréversibles dans la composition de l'atmosphère, dans le climat et dans le paysage marin et terrestre. Notre production électrique est chargée en CO2. Le kilowattheure produit est à 835 kg de CO2 par kilowattheure. C'est bien plus important qu'en hexagone. Les effets des gaz à effet de serre deviennent de plus en plus graves. Les solutions sont transversales, avec une politique énergétique et environnementale définie par les élus, avec de bonnes pratiques agricoles, avec une organisation des transports efficace portée par les collectivités et avec un comportement éco-responsable de la population. La Guadeloupe est d'abord une première victime du changement climatique, puisque effectivement on est sur un territoire insulaire, fragile. La Guadeloupe est soumise à des événements violents, bien sûr les cyclones, qui pourraient peut-être pas être forcément plus nombreux à la fin du siècle, mais en tout cas plus violents, avec une potentialité de montée des eaux de plusieurs dizaines de centimètres, avec aussi des épisodes de jours chauds prévus plus importants. On le voit bien, on a l'impression que, bien sûr, qu'on connaissait avant les climats avec la saison sèche, la saison hivernale est moins marquée. On le sent bien, on le voit bien. C'est vrai que beaucoup de personnes sont assez sceptiques en se disant bon, ce sont des choses qui se passeront très loin de chez nous. Mais le problème, c'est que la Guadeloupe, la Martinique, la Barbade, Cuba, etc., tous ces territoires seront affectés très prochainement. Et d'ailleurs, on commence déjà à percevoir les effets de cette élévation du niveau de la mer. Que va-t-il se passer? Tout simplement, le niveau de la mer va s'élever, mais doucement, c'est ce qu'on appelle une cinétique très lente. Donc le niveau de la mer s'élève progressivement de quelques millimètres chaque année, mais sur les territoires qui sont des territoires plans, c'est-à-dire des territoires qui ne sont pas montagneux, qui ne sont pas constitués de falaises, l'eau va progressivement s'insinuer à l'intérieur des terres et progressivement remplacer les activités que l'homme y avait développées. Pour vous donner juste un exemple, on a fait des simulations, alors cette fois-ci sur la Martinique, qui indiquent qu'en 2090, la Martinique perdra entre 50 et 70 km² en 2090. Et ça doit interpeller les aménageurs, ça doit interpeller les politiques. En fait, on se rend compte que la plus grande partie des impacts liés au changement climatique seront en rapport avec l'eau.
Les chiffres sont même estimés à peu près à 90% de conséquences liées au réchauffement climatique en lien avec l'eau. Il y a un métier qui est très concerné, au moins deux métiers. La pêche, parce que bon, les marins pêcheurs, quand on va aller discuter avec eux, ils nous disent par rapport aux poissons qu'on pêchait avant, compte tenu de l'augmentation de la température, donc de l'eau de la mer qui est plus chaude et que les poissons ne sont plus là comme avant. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, les agriculteurs. On voit bien quand on appelle les plantes qui sont des plantes à photopériodise ou à thermopériodise, eh bien que la floraison ne se fait pas comme avant. Il y a une diminution dans la production. C'est valable pour le melon, c'est valable pour les concombres, c'est valable pour les cultures maraîchères et c'est valable aussi pour les agrumes. Donc on voit bien que pour les agriculteurs, ils sont directement impactés. Et derrière, dans l'alimentation, dans la consommation, nous aussi on est impactés. Il n'est pas normal que 8 aliments sur 10, 80% de notre alimentation est portée par des bateaux et des avions qui utilisent du pétrole pour nous transporter ce qu'on mange. Alors que nous avons 3800 espèces de plantes, 625 plantes médicinales, 220 espèces comestibles. Et on veut nous faire croire que si le bateau n'entre pas, on va mourir de faim. 15 600 agents territoriaux sensibilisés peuvent porter un message citoyen, à la fois dans leur vie personnelle et professionnelle. J'ai entrepris des travaux de façon à pouvoir envisager dans quelle mesure cet outil unique et original qu'est la diplomatie de l'eau pourrait être utilisé de façon spécifique, bien entendu, pour la région caribéenne. Il s'agira de trouver des outils concrets, précis, pour pouvoir répondre aux populations, en espérant qu'il ne s'agira pas, comme dans le cas de certaines îles du Pacifique, de pouvoir déménager toutes ces populations, bien entendu. L'eau devient un objectif prioritaire et stratégique dans la politique du développement durable des Nations Unies. La Guadeloupe est en pleine mutation. L'aménagement de son territoire implique un urbanisme conscient des défis environnementaux et des contraintes liées à son insularité. La question de l'urbanisme, c'est une question qui est de plus en plus cruciale. La façon d'aménager nos territoires, la façon de vivre dans nos espaces, le rapport que l'individu peut avoir avec son environnement sont des questions qui nous touchent de plus en plus. Au niveau de l'État français et plus particulièrement de la région Guadeloupe, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à une période où les élus locaux se sont saisis un peu à bras-le-corps dans le cadre de l'élaboration de leurs documents d'urbanisme, de toutes ces thématiques de trames vertes et bleues, de déplacement, d'opérations d'aménagement qui se doivent maintenant d'être le plus respectueuses possible et de l'environnement et de mobilité qui vont permettre d'émettre moins de gaz à effet de serre. Un transport en commun, donc il roule à peu près à la même vitesse que les voitures en ville et en ayant beaucoup plus de personnes à bord, donc 10, 20, 30, 50, eh bien les émissions sont de l'ordre de 30, 40, 50% de moins qu'en voiture. Par contre, pour que les transports se développent davantage, eh bien, il faudra gêner la voiture. Il faudra mettre des bâtons dans les roues des voitures. On a une Guadeloupe actuellement avec lesquelles les déplacements sont vraiment basés sur l'automobile, quasiment à 100%. Et je pense qu'encourager des modes plus actifs, du style marche à pied, du style vélo, ça pourrait être une des pistes pour être moins dépendant de la voiture. Mais il faut d'abord aménager pour que les vélos puissent circuler, ce qui n'est pas encore le cas en particulier. Ça ne change pas du jour au lendemain de replacer, de réaménager un territoire. Ça prend justement 20, 30, 40 ans. Et c'est maintenant que ça doit se décider pour qu'en 2050, on ait réellement une Guadeloupe qui roule essentiellement avec les transports en commun. Il est important que la société civile, depuis nos enfants jusqu'aux adultes en responsabilité, s'imprègne de son projet collectif et soient les porteurs de ce projet. Il ne peut pas y avoir de transition décidée par le haut, par les élites, par des intellectuels, des chefs d'entreprise ou des politiques, si ce projet n'est pas porté par le peuple, par nos étudiants et par tous les acteurs de la société civile. Là, aujourd'hui, on est plus dans un discours d'intégration. Ce n'est pas seulement aménager pour aménager, ce n'est pas seulement développer pour développer, mais c'est aménager et développer en tenant compte de l'individu. Comment est-ce qu'au fur et à mesure, on va pouvoir intégrer les populations à l'aménagement de leur espace? Ça commence par, pour nous, Guadeloupéens,
faire le deuil d'un certain nombre de rêves qu'on avait, par exemple de la maison avec le jardin, la piscine, et peut-être plus vivre avec des petites maisons mitoyennes, vivre plus verticalement, bien sûr sans arriver à des aberrations comme les tours, mais économiser l'espace sur ce petit territoire, c'est le meilleur moyen de densifier la population et de rendre les transports en commun véritablement efficaces. Invité d'honneur, le Costa Rica, représenté par M. Iván Delgado du ministère de l'Environnement et de l'Énergie, nous invite à découvrir la politique nationale face au changement climatique. Nous avons 3 piliers, ce qui constitue la base de notre action. Donc le premier pilier, c'est celui de la société civile. Nous avons un drapeau bleu qui comprend différentes catégories où les individus peuvent participer, les organisations aussi y participent. Si vous voyez un drapeau bleu, vous pouvez être sûr que vous aurez une plage propre. Si vous voyez une école avec un drapeau bleu, c'est une école avec une bonne administration qui tient compte du respect de la nature. Le deuxième pilier concerne le gouvernement. Le gouvernement doit donner l'exemple. L'administration publique doit donner un bel exemple. Nous avons un outil aujourd'hui pour pouvoir mesurer, par exemple, la consommation de papier, de pouvoir déterminer qu'une officine de l'État, par exemple, nous avons pu voir qu'un bureau du gouvernement consomme plus d'énergie qu'une maison rurale. Et donc, le troisième grand pilier a un rapport direct avec l'entreprise privée. L'entreprise privée doit être stimulée. Au Costa Rica, nos entreprises ont une formation verte et ils souhaitent faire du business dans le domaine du vert. Alors, au lieu de les imposer, d'imposer les entreprises ou de les punir, il s'agit plutôt de les stimuler. Et les stimuler comment? D'une façon différente, en leur donnant un label, une marque. La marque ou le label carbone neutre. Le Costa Rica a souhaité ne pas prendre le chemin du pétrole et se veut résilient face aux problèmes climatiques. Nous avons pas mal de tremblements de terre dans le pays, donc nous avons des normes très avancées, très à l'avant-garde. Et nous avons en plus des codes ou des lois électriques et mécaniques. Donc pour ce qui est de l'aspect de l'architecture, nous avons des lois qui régulent la ventilation naturelle et aussi la lumière. Il y a des lois urbaines, des codes urbains, donc qui vont déterminer quelles sont les largeurs, la longueur et les dimensions des bâtiments. Le label carbono-neutral est né en 2009, vantant l'idée que le changement climatique est un problème qui nous concerne tous, afin de réduire l'empreinte carbone. 60% des entreprises du Costa Rica sont certifiées neutrales. Une grande majorité des entreprises nationales souhaitent pour avoir ce label et elles se battent pour l'avoir. Parce qu'année après année, il y a des bilans qui sont faits et donc ils doivent vérifier s'ils ont une bonne gestion de l'environnement. Les administrations se sont dotées d'outils afin de mesurer leurs divers impacts environnementaux. Cela fait bien longtemps que le pays a souhaité faire une transformation énergétique dans le domaine de l'énergie. Donc très tôt dans notre histoire, il y a eu des actions à développer son énergie à partir de l'eau, donc des centrales hydroélectriques qui ont été implantées dans les années 70. À partir des années 70, on a établi les parcs nationaux aussi. Et depuis très tôt, l'habitant du Costa Rica a un cœur vert. Nous jouissons d'une grande biodiversité, que ce soit dans la mer ou sur terre. Et c'est devenu un label pour nous. Donc développer notre pays en respectant la nature. La construction en Guadeloupe se réforme peu à peu en s'adaptant aux nouvelles techniques tout en redécouvrant les conceptions architecturales traditionnelles.
En termes de construction bioclimatique, vous savez que nous avons des normes qui sont spécifiques à nos régions insulaires. Nous avons la RTA ADOM, nous avons aussi la RTG, donc ce sont des réglementations thermiques. Et ces réglementations thermiques prennent en compte les conceptions par rapport à l'implantation du bâtiment. Nous, ici en Guadeloupe, nous concevons est-ouest pour avoir une ventilation naturelle. Nous construisons aussi par rapport au soleil, si nous devons utiliser des capteurs solaires, que ce soit pour l'électricité solaire, mais aussi pour l'eau chaude solaire, qui est obligatoire d'ailleurs. Nous nous rapprochons des normes européennes, mais nous sommes quand même insulaires, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai que c'est un grand débat entre climatiser ou essayer de faire de la ventilation naturelle. Je pense qu'elle peut être une bonne chose. On le voit, le parc national en Guadeloupe s'appuie pas mal sur la ventilation naturelle, mais on sent bien que dans nos sociétés, le confort, c'est la climatisation. La réglementation nationale en matière de construction n'est pas toujours adaptée aux réalités régionales. La réglementation qui nous est imposée est une réglementation européenne. Il y a aussi la réglementation française, les normes NF, ce qui fait que la plupart des règles ne sont pas totalement adaptées à notre situation. Aussi, en ce qui concerne la réglementation thermique, nous avons pu obtenir qu'il y ait une RTA DOM, réglementation thermique DOM. Mais elle est générale un peu à tous les DOM et ne correspondait pas exactement à ce qu'il nous faut en ce qui nous concerne à Guadeloupe. C'est en ce sens que la région, dans le cadre de son habilitation, a pu mettre en place une RTG, réglementation thermique Guadeloupe. Le BIM, donc le BIM c'est Building Intelligent Modeling, donc c'est un outil de modélisation qui permet au maître d'ouvrage, donc au client, de pouvoir concentrer donc toutes les informations de son futur bâtiment dans un seul processus. Donc ce processus est un processus qui se fait via l'outil informatique et qui, après donc le programme du maître d'ouvrage, est donné au maître d'œuvre, donc les équipes de conception, pour pouvoir réaliser et concevoir ce futur ouvrage afin que, par rapport au niveau du BIM, le maître d'ouvrage puisse lui avoir toutes les informations en temps réel de son futur ouvrage. L'intérêt, c'est que dans la maquette BIM, on maîtrise l'ensemble des concepts du bâtiment, mais aussi, donc ce n'est pas que les bâtiments, c'est aussi les infrastructures, d'accord, et tout ce qui est autour du bâtiment en termes environnementaux et même énergétiques. Donc le BIM va nous permettre de pouvoir calculer, maîtriser et proposer au maître d'ouvrage des éléments qui vont faire que notre bâtiment sera propre, sera autonome et effectivement, au niveau du réchauffement climatique, ne va pas trop consommer et va permettre donc d'atténuer cet effet de réchauffement climatique. C'est vrai que cette transition énergétique, elle est déjà en route, mais en plus, elle est renforcée par la loi sur la transition énergétique et la croissance verte qui a été votée en août 2015. Elle nous trace la voie vers un archipel de la Guadeloupe qui serait autonome énergétiquement en 2030. Au titre des solutions, il y a par exemple le fait de protéger la mangrove. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte à partir d'un certain nombre d'études que plus la mangrove est saine, plus elle est protégée et plus elle permet de ralentir cette intrusion marine, c'est-à-dire cette avancée de la mer à l'intérieur des terres. Donc l'idée serait de tout faire pour permettre à la mangrove de se reconstituer de façon à ce qu'elle limite cette élévation du niveau de la mer. Sur la deuxième solution, c'est une solution cette fois-ci beaucoup moins écologique, mais qui a au moins le mérite d'être entre guillemets durable, même si je n'aime pas ce terme, c'est le fait de construire des digues. La chance qu'on a quand même, c'est qu'en Guadeloupe, on a des potentialités d'énergie renouvelable vraiment très intéressantes. On a la géothermie avec la centrale de Bouillante, qui est la première et seule centrale de la Caraïbe. La géothermie produit à peu près 6% de la consommation énergétique annuelle de la Guadeloupe. C'est beaucoup plus que ce que consomme la commune elle-même. Donc on s'est dit, tiens, on va surfer sur cette vague en faisant en sorte que véritablement pour afficher ce territoire-là comme un territoire énergie positive.
Depuis début 2016, nous accueillons au sein de Synergie l'Observatoire régional de l'énergie et du climat. Il s'agit d'un véritable thermomètre pour pouvoir suivre l'évolution du climat et de la transition énergétique. Donc voici les deux grands axes de notre stratégie. Innover, susciter l'innovation et observer, mesurer les changements effectués. C'est de faire en sorte que le plus en amont possible de quel que soit le projet, quelle que soit l'élaboration de documents d'urbanisme, que les différents acteurs, les services de l'État, les établissements publics soient associés le plus en amont possible pour qu'il y ait ce souci, en tout cas au niveau des élus, de réfléchir à des projets, à des documents d'urbanisme qui respectent à la fois les lois, mais aussi pour lesquels ils s'approprient vraiment ces thématiques. Nous avons souhaité dire au monde entier que nous pouvons faire quelque chose, que nous pouvons, malgré le fait que nous n'avons peut-être pas une grande responsabilité historique, mais nous devions faire quelque chose. C'est être de locavores, manger local, manger ça qui t'a, manger ça bon Dieu, pas y prendre les autres, c'est pour les autres. Les produits des pays tempérés, c'est pour les pays tempérés, il ne faut pas l'importer. Les produits des pays tropicaux, c'est pour les pays tropicaux. Manger ça qui t'a. Notre île, justement, on la développe sur le tourisme vert et sur le tourisme romantique également. Donc, il nous faut un cadre qui répond à cette demande du public, cette demande touristique, avoir des espaces propres et valorisant la nature, qui sont très importantes pour la population et très importantes pour le devenir aussi de la désirade d'un point de vue écologique. Si déjà on arrivait à faire prendre conscience que le phénomène est en cours et tout chacun peut y contribuer, déjà ça, ce serait déjà un grand pas de franchi. Nous avons, au-delà de ce réseau d'urbanisme durable qui tient cette manifestation aujourd'hui, nous avons un autre outil qu'on appelle le CEP. C'est le Conseil en énergie partagée. Ce conseil est à disposition des collectivités, plus d'une trentaine de communes en ont bénéficié et je dirais des cinquantaines de diagnostics ont été faits. Nous faisons donc un pré-diagnostic. Nous évaluons les problématiques liées à l'énergie et notamment à la consommation. Et à partir de ce pré-diagnostic, nous préconisons, nous donnons des axes de progrès et nous faisons la formation du personnel qui sera amené à mettre en œuvre ces dispositifs. Au niveau du particulier, nous avons un autre dispositif mis en place au sein du CAUE qui est l'EIE, Espace Information Énergie, qui tient son stand à Basse-Terre en permanent, mais qui est un conseiller volant qui circule depuis Bouillante jusqu'à Capesterre. Alors, on va chez les gens, on leur demande leur facture, nous regardons leur consommation, leur donnons quelques informations sur pourquoi ils consomment autant et comment ils pourraient consommer moins. C'est Grandiri qui a fait Sacdiri. Ben voilà, il ne faut pas se dire que ouais, mais est-ce que si moi je fais ça, est-ce que ça va changer quelque chose? Il faut se dire que ce que je fais, aussi petit soit-il, si les 450 000 habitants de la Guadeloupe le faisaient, voilà ce que ça pourrait donner. Et le combat là, c'est démarré qu'a démarré. On a déjà 40 années de retard, puisque tout ce que l'on sait aujourd'hui sur le changement climatique, on le savait déjà dans les années 70. La seule différence, c'est qu'on a plus de certitude maintenant. Ça veut dire que dès les prochaines élections, il faut lire les programmes des candidats avec les lunettes de la contrainte carbone et voir dans quelle mesure elles vont favoriser plus de consommation locale de l'alimentation, moins de dépendance à la voiture, un prix de l'énergie plus juste. Et ça, c'est quelque chose qui peut changer à mesure que nous sensibilisons toutes les couches de la population, y compris les plus jeunes. Pour l'ADEAL, il y a un vrai enjeu à ce que la prise de conscience se traduise dans les documents qui s'inscrivent dans le long terme. J'insiste sur les documents d'urbanisme, puisqu'on est en ce moment dans une phase où les élus sont un peu à la croisée des chemins, parce que c'est pas si facile que ça pour un élu de dire à un de ses administrés qu'à tel endroit, à cause des risques, à cause d'une trame verte qu'on tient absolument à protéger, même si le foncier lui appartient, il ne pourra pas construire. C'est très compliqué, je peux le concevoir pour un homme politique. En revanche, il est clair que ce genre de choix et de décision et d'arbitrage, même si c'est douloureux,
On est à un moment où il faut qu'ils le fassent. C'est qu'il s'agit d'une problématique si stratégique et si majeure qu'elle impose forcément un fonctionnement de façon transversale, et ce qui permet de pouvoir mettre en réseau des spécialistes de toutes les disciplines, puisque finalement le réchauffement climatique va concerner tout le monde, va concerner tous les domaines de l'économie et de la vie de l'homme. De ce point de vue-là, les questions relatives à l'eau sont amenés à pouvoir interagir avec les autres domaines. Il s'agit effectivement de biodiversité, d'énergie, enfin, toutes les questions auxquelles on peut penser lorsqu'on se penche sur la question de ce réchauffement climatique. La política se viene implementando de muchos años atrás. Donc ça fait longtemps, ça fait déjà pas mal d'années que nous avons commencé à mettre en place cette politique. Même avant qu'on parle du changement climatique, même nos ancêtres ont mis en place des actions écologiques, et donc nous avons permis que cela puisse avoir un impact sur le cœur des gens. Donc nous avons créé une espèce de label pour que Costa Rica puisse refléter cette idée de pouvoir ainsi respecter l'être humain, respecter la nature. Cette manifestation est une manifestation essentielle, c'est un séminaire essentiel, car il a le mérite, 1, d'être pluridisciplinaire, 2, de faire une synthèse de la connaissance actuelle sur la problématique, et surtout de tenter de trouver des solutions. Et l'une des solutions qui va être proposée lors de ce séminaire, c'est au-delà de l'aménagement durable et donc différencié de celui que l'on connaît aujourd'hui, c'est surtout d'une construction différente. Je dirais qu'on n'est pas conscient de nos richesses. On croit toujours que c'est la chose des autres qui a de la valeur. Moi, je pense que vous verrez, 80% de la biodiversité de la France est en Outre-mer. C'est chez nous, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti. Donc ce qui veut dire que 80% de la richesse de la France de demain, c'est chez nous. Mais à une condition que nous, on commence à former nos enfants à la compréhension, à connaître cette richesse pour le valoriser pour les générations futures. Mais dans quel sens ? Dans le sens du bonheur, du bien-être, de la santé de sa population. Ce séminaire a permis de sensibiliser sur la nécessité de combiner politique d'atténuation et mesures d'adaptation afin de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. La volonté du réseau d'urbanisme durable de Guadeloupe est d'insuffler une forte dynamique afin que les acteurs régionaux, territoriaux, universitaires et du cadre de vie conjuguent leur synergie pour une Guadeloupe durable.